Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour notre meet-up en ligne. Moi, je suis Marine et je m'occupe de l'événementiel chez DC Brain. Merci également à nos speakers aujourd'hui, Aurélien Rouquet et Laurent Limon, ainsi que Benjamin Buté, d'être avec nous. Alors avant de commencer, je vais rapidement vous expliquer la plateforme Livestorm. Donc à droite, vous avez normalement trois catégories, le chat pour discuter, les questions pour poser vos questions. S'il vous plaît, posez vos questions ici. Et enfin, le sondage, là où il y aura des questions auxquelles vous pourrez répondre au fur et à mesure des présentations. Je vais maintenant laisser la parole à Laurent. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, c'est moi qui vais introduire cette session. Je vais d'abord commencer par me présenter. Je suis Chief Data Officer chez Epner. À ce titre, je suis en charge des départements de BI, Data et de tout ce qui concerne la R&D, grosso modo, autour de l'intelligence artificielle. Je remercie DC Brain de m'avoir invité à participer. Je vais vous dérouler une petite présentation que j'ai préparée sur l'utilisation de la big data, de l'intelligence artificielle autour de la logistique et du transport, suite à l'expérience que j'en ai évidemment. Et je vous invite à poser vos questions à la fin de cette présentation ou via le chat évidemment. Alors, en guise d'introduction, l'intelligence artificielle, faut pas se mentir, est encore au stade de la fiction dans de nombreux métiers. Mais dans le transport et la logistique, elle commence à intégrer de plus en plus nos processus et de plus en plus nos environnements dans tous les stades des opérations. En effet, l'intelligence artificielle est de plus en plus accessible. De plus en plus de logiciels qu'on utilise proposent des modules d'intelligence artificielle. Et son champ d'application, pour autant, est loin de ce qu'on peut imaginer. Quand on parle d'intelligence artificielle dans les transports, on imagine assez rapidement et aisément des moyens de transport autonomes, des entrepôts intelligents totalement autonomes eux aussi. Et à ce titre, je vous citerai comme exemple Google qui a lancé récemment son premier service de livraison par drone en Australie via sa filiale Wing, et aussi Amazon qui le teste actuellement avec une de ses filiales pour la livraison par drone. Ça fonctionne plutôt bien. Une petite interruption. Les slides, vous les défilez ou je les défile du coup? Vas-y Laurent, je pense que tu as la main. Pardon, vous le faites, oui. D'accord. Parce que, ouais, je suis d'accord. C'est bon. Donc voilà, j'aurais les deux exemples que je voulais vous montrer sur la livraison par drone. Ça fonctionne plutôt bien. Dans la réalité, nos entreprises sont souvent assez loin de ce que peuvent proposer Amazon et Google. Et pour autant, vous allez le voir, l'utilisation de l'intelligence artificielle y a toute sa place, particulièrement dans le secteur de la logistique. Alors, quels sont ses avantages? C'est quelque chose qu'on va voir immédiatement. Alors, aujourd'hui, toutes les entreprises, peu importe leur taille, gèrent une quantité de données de plus en plus importante et peuvent à ce titre bénéficier d'intelligence artificielle. Finalement, là où il y a du digital, il y a de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un phénomène qui s'accroît de plus en plus et qui peut apporter un vrai avantage compétitif. Alors, même si l'IA n'a pas atteint son potentiel maximum, aujourd'hui c'est balbutiant, son champ d'action au sein de la logistique est déjà très conséquent. Je vais vous présenter 3 cas d'usage d'intelligence artificielle dans la logistique et le transport. Tout d'abord, sur un cas d'usage d'automatisation des processus logistiques, un cas d'usage d'optimisation de transport et un cas d'usage dans la production des volumes. Alors, les entreprises de la chaîne logistique traitent un grand nombre d'informations, souvent sous forme de scan ou d'échanges d'informations informatisées. De plus en plus font appel à l'IA pour d'ailleurs automatiser ces processus. Et c'est un des secteurs, à mon avis, sur lequel l'IA a le plus de potentiel. En effet, avec la quantité de données qu'on génère tous les jours, l'IA permet de plus en plus d'éviter des sources d'erreurs, d'améliorer sa productivité et d'obtenir un gain de temps substantiel. Qui dit gain de temps, dit gain d'argent. Et en cela, l'IA commence à tailler sa part du gâteau dans les secteurs logistiques. Alors,
pour autant, comme je vous l'ai dit, on est assez loin souvent d'Amazon ou de Google, et je vais vous présenter un exemple très pragmatique d'utilisation de l'IA. C'est l'intelligence artificielle dans l'analyse sémantique. En effet, l'industrie logistique traite des transports de marchandises d'un point A à un point B, et dans le cadre d'une mission d'affrètement, l'utilisation de l'IA peut avoir un sens significatif. Alors, je vous ai trouvé un exemple. Ce que j'affiche à l'écran, c'est un exemple d'ordre de transport que j'ai trouvé sur Internet. Vous pouvez faire la même recherche que moi sur Google. Faites ordre de transport et vous allez trouver parmi les images celui-ci. Mais c'est assez typique de ce qui se fait dans le transport. Donc, c'est un ordre d'affrètement pour transporter une marchandise d'un point A à un point B. Donc, on nous explique qu'on a à aller chercher la marchandise chez un client qui s'appelle Omega, qui se situe à Chartres, place du Général de Gaulle. Et on nous précise qu'on a 21 tonnes à transporter pour 33 palettes et qu'il faudra évidemment un camion avec un haillon. Donc, ces informations, l'IA peut les traiter. Et en quoi l'IA va traiter ces informations? L'IA va déjà vérifier la géolocalisation de l'adresse, va vérifier un contrôle de cohérence sur l'adresse, va vérifier un contrôle de cohérence sur le client et ses contraintes géographiques de livraison. Alors, je vais vous expliquer quelle dimension ça prend. Si vous prenez les éléments que j'ai entourés en bleu et que vous allez sur Google Maps, vous allez trouver ça. Quand on tape Omega et Chartres, on trouve ça, Omega Investimo. Donc ça, c'est une société immobilière, une agence immobilière. Donc on a du mal à imaginer qu'on a 21 tonnes et 33 palettes à aller chercher sur cette société. Pour autant, quand on tape Omega et Chartres, c'est ce qu'on trouve. Si on va un peu plus loin, si on regarde l'adresse exactement, on arrive sur la place du Général de Gaulle. Donc la place du Général de Gaulle à Chartres, elle existe, hein, elle est bien présente. Mais on est en plein centre-ville. Et par ailleurs, on ne trouve pas de société Omega. C'est pareil, ça n'existe pas. Pourtant, on arrive en plein centre-ville. Et bien oui, ce type d'incohérence, l'intelligence artificielle, elle est tout à fait capable de le traiter. Là, si j'envoie un semi pour traiter 21 tonnes de marchandises et 33 palettes en plein centre-ville de Chartres, sur ce qui semble être des allées qui ne sont pas très larges pour faire passer un véhicule lourd, il y a toutes les chances du monde pour que je plante mon chauffeur. Alors évidemment, un opérateur de transport qui travaille sur Chartres va le savoir nativement. Mais si vous imaginez la quantité substantielle d'ordres de transport que doit traiter un transporteur tous les jours, il y en a des milliers, l'IA est tout à fait légitime pour absorber l'ensemble de ces informations et donner les bonnes alertes aux opérateurs sur les quais pour dire « Ah, attention, cet ordre de transport, il y a un problème. Quel est ce problème ?» Déjà, envoyer un semi-remorque dans le centre de Chartres, ce n'est pas une bonne idée. Par ailleurs, le client, je ne le trouve pas à l'adresse indiquée. Ça, ce n'est pas de la science-fiction, hein, ça existe. Ça existe déjà et ça fonctionne très très bien. Ça permet, vous l'aurez compris, d'éviter les erreurs de destination, d'éviter les erreurs de moyens et d'éviter d'envoyer un camion qui va généralement revenir à vide ou avec une marchandise qu'il n'aura pas pu charger. Donc ça, c'est un premier exemple assez concret de ce que l'intelligence artificielle peut apporter au quotidien dans nos business. Alors, un autre exemple que je vous ai préparé, c'est celui de l'utilisation de l'intelligence artificielle au travers de l'optimisation des transports et des moyens. Alors, dans l'exemple précédent que je vous ai montré, on a vu que l'IA peut permettre de géolocaliser une destination, peut permettre d'apprécier la qualité de ce destinataire. Et donc, si on fait ça sur tous les destinataires qu'on a à livrer, en termes de logistique, on peut imaginer qu'on peut améliorer la livraison du dernier kilomètre. Vous savez, si vous travaillez dans la logistique, le dernier kilomètre, c'est un enjeu pour tous les logisticiens, parce que c'est là que l'optimisation est la plus forte et c'est là qu'on perd généralement d'argent. Or, aujourd'hui, en plus des éléments que je vous ai présentés assez simplement dans le exemple précédent, il y a tout un tas d'informations qui sont disponibles gratuitement et qui peuvent nous aider. Par exemple, on récupère les plans satellites via Google Maps. On récupère des données de circulation, des données de trafic. On récupère ces données de trafic, parfois même données par les localités. Par exemple, la ville de Chartres donne des indicateurs statistiques sur l'utilisation de ces axes routiers en centre-ville par créneau horaire. Et toutes ces données, c'est des données qu'on peut compiler dans des algorithmes d'intelligence artificielle
pour obtenir des parcours optimisés. Alors, ça paraît la solution miracle, entre guillemets, mais ça existe là encore. Ce n'est pas un exercice de fiction et ça permet de réduire substantiellement les moyens utilisés dans le transport pour effectuer les derniers kilomètres. Alors, je vais vous citer un exemple, la société Alibaba, qui a investi massivement dans une de ses filiales, qui s'appelle Cainiao. Et cette société a mis au point des parcours de livraison optimisés, un peu de la façon dont je viens de vous l'expliquer. Et Alibaba nous explique que cette technologie leur a permis de réduire de 10% l'utilisation des camions en termes de livraison, en termes de derniers kilomètres, mais aussi de 30% les distances à parcourir, donc avec les gains de gazole qu'on peut imaginer. Alors, l'une des grandes forces de l'intelligence artificielle dans cet exemple, c'est sa capacité à traiter d'énormes volumes de données et à s'adapter en permanence grâce au machine learning, alimenter nos algorithmes de toutes ces datas internes à l'entreprise et externes sur ces éléments de trafic, de circulation, va permettre aux algorithmes d'intelligence artificielle de proposer les meilleures tournées possibles. Et enfin, en dernier point, l'exemple que je voulais vous montrer, c'est celui de l'analyse prédictive. La predictive analysis, là encore, c'est quelque chose qui est mature. Ça fonctionne bien. Les algorithmes permettent aujourd'hui de repérer dans les données brutes de l'entreprise les tendances qui sont moins facilement identifiables par des méthodes d'analyse traditionnelles. Dans le domaine du transport et de la logistique, les algorithmes peuvent être appliqués pour anticiper les volumes qui vont être anticipés dans tel ou tel produit ou dans tel ou tel secteur géographique. Ces algorithmes fonctionnent bien, ils sont matures, moi j'en ai déjà mis en place, ça fonctionne très très bien. Et par exemple, dans l'industrie du transport, ils peuvent permettre de mettre en œuvre et d'identifier les axes sur lesquels on prévoit des survolumes ou des sous-volumes. Dans l'exemple que je vous ai donné, c'est l'exemple d'un transporteur, c'est pas Epner, mais ça pourrait être le cas, qui a un plan de transport au national, et la flèche rouge vous indique que, par exemple, on a identifié un survolume en direction de Lyon, pour lequel il va falloir qu'on double les camions pour transporter les marchandises vers Lyon. Vous voyez, pour un transporteur, avoir cette prédiction à 48 heures permet d'anticiper au mieux ses moyens, plutôt que le matin à 6 heures sur le quai, où il faut courir après un prestataire supplémentaire pour trouver un camion. Donc ça fonctionne bien et on comprend aisément que la predictive analysis peut apporter dans le business de la logistique et du transport des choses assez quantifiables pour mieux travailler. En conclusion, vous l'aurez compris, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est parfaitement mature. Je vous ai donné des exemples assez précis de ce qu'il était possible de faire, mais c'est pas limité. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà mis en place de l'intelligence artificielle sur des process d'inventaire par drone, sur des flux d'optimisation de chargement pour charger au mieux un camion, sur des flux de scan, de gestion du volume des matériaux qu'on a à transporter. Par exemple, dans le transport, transporter 1 kg de sable, 1 kg de papier bulle, ça n'a pas le même volume et ça ne doit pas être traité de la même façon. Et tout ça, aujourd'hui, ça fonctionne bien. L'IA commence à prendre de plus en plus de place dans nos secteurs et selon Gartner, elle sera intégrée à 25% dans les solutions de supply chain d'ici 2023. 2023, c'est vraiment demain et c'est vrai. Ça prend de plus en plus de place et de plus en plus présent. Et je vous l'ai dit, dans de plus en plus de modules de nos applications prévoient nativement ces modules d'IA. Voilà. Alors, si vous avez bien suivi, j'ai dit beaucoup de choses durant ces 10 minutes. Alors, je ne sais pas si vous avez retenu quelle est en substance, à votre avis, la chose la plus importante pour mettre en place un processus d'intelligence artificielle dans nos métiers. Alors, je ne sais pas si vous avez des idées. Finalement, ce que je vous ai expliqué, c'est que finalement, c'est assez accessible. Les cas d'usage dans notre business sont multiples. Alors, dans d'autres business, c'est le cas aussi. Moi, j'ai travaillé dans le retail ou dans d'autres secteurs, ça marche très bien aussi. Mais dans le business du transport et de la supply, ça marche très, très bien. C'est parfaitement accessible, c'est faisable. Ça a l'air très facile. Et on se demande pourquoi, finalement, ce n'est pas plus déployé. Est-ce que vous avez une idée? Alors, il y a des réponses dans le chat, Laurent. Alors, je te laisse me les dire, parce que je suis sur mon téléphone, j'ai un problème de PC. Alors, des bonnes données. Ah, bravo. C'est la bonne réponse. Bravo, c'est ça. C'est la bonne réponse.
C'est-à-dire que lorsqu'on fait un projet d'intelligence artificielle, on se confronte immédiatement à deux choses. Un, la complétude des données. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a les données nécessaires pour alimenter nos algorithmes. L'IA, c'est des algos. Et l'algo, contrairement à l'humain, il n'a pas d'intuition. Il faut qu'on lui explique. Il apprend, il y a du machine learning, mais il apprend. Et la deuxième dimension, c'est la qualité de ces données. Et là, on rentre généralement dans des débats assez houleux. Que le patrimoine donné des entreprises, c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait pris en considération. C'est-à-dire qu'une entreprise comprend facilement qu'en investissement sur un site logistique, il va falloir l'entretenir. Même les espaces verts, il ne faut pas les laisser en jachère parce que ça baisse le patrimoine de l'entreprise. Le patrimoine data, ce n'est pas des choses qui sont encore très considérées dans nos entreprises. Et c'est là les freins. Les freins de l'IA, ils sont là. Et généralement, lorsqu'on met en place un projet d'IA ou un POC d'IA, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, moi c'est mon cas, je l'ai fait plusieurs fois, on perd généralement la moitié du temps nécessaire sur le cleaning des datas et la complétude des datas manquantes. Pour finalement se rendre compte que ça fonctionne très bien, mais qu'il nous manque une partie des datas ou qu'elles ne sont pas de qualité. Donc effectivement, la clé aujourd'hui, c'est plus les algorithmes, mais c'est plus la technologie, c'est vraiment la data et la qualité de sa data. Merci beaucoup pour votre présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions encore. Je sais que je vais laisser la parole à Benjamin. Il a une question à vous poser. Benjamin, il y a ton micro qui est mis. Voilà. Merci beaucoup Laurent pour la présentation. Et c'est vrai que des données structurées propres, ça permet évidemment d'accélérer sur cette transition IA, transformation IA. Moi, j'avais une question sur le premier exemple de base d'adresse que tu nous as donné. Est-ce que les algos ils permettent de nettoyer automatiquement les adresses ou comment ça marche en fait? Ça permet d'identifier les anomalies, ça permet jusqu'au… Je m'excuse, je n'ai pas entendu la question, c'est assez haché. Alors oui, il a un problème Internet. Alors, on va essayer de le… Bon, le temps qu'il revienne, on va peut-être enchaîner sur la présentation d'Aurélien et il vous posera sa question juste après. Ouais. Ça vous va? Donc Aurélien, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation et merci pour cette première présentation, Laurent. Alors moi, je vais me situer à un autre niveau parce que je ne suis pas du tout un opérationnel, puisque je suis un enseignant-chercheur en école de commerce à Neoma Business School. Et je ne suis pas non plus, à vrai dire, un spécialiste de l'intelligence artificielle, je suis plus un spécialiste de la logistique et de la supply chain au sens large. Et ce que je vais plutôt faire dans cette présentation, c'est, à travers ce regard logistique et supply chain, questionner un peu ce qu'on peut nous dire aujourd'hui de l'intelligence artificielle et vous faire partager, entre guillemets, les questions que moi, je peux avoir à ce sujet. Je ne sais pas si on peut avancer les slides. Alors, oui, c'est moi qui ai la main, c'est ça Ouais. Pour les faire… Voilà. Ok, voilà. Alors, première chose, voilà, la consigne, moi, c'était de travailler sur l'intelligence artificielle et déjà, la difficulté, c'est de savoir de quoi on parle. Je vous ai mis ici ce qui est issu du DHL Train Radar, enfin moi qui est un document que j'aime bien parce que voilà, il nous donne pas mal d'informations. Et voilà, parmi les tendances qu'ils identifient, je vous ai mis en rond un certain nombre de choses. Et il y a l'intelligence artificielle, évidemment. Et puis, il y a de la robotique et de l'automatisation. Il y a des véhicules autonomes, du big data. Ce qu'on a tendance un peu à assimiler, ou en tout cas à mettre aussi ensemble. Et voilà, on a quand même du mal à savoir où est la frontière. Si des robots, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est quand même un peu compliqué. Et au fond, moi, la vision que j'en ai, et je dis ça peut-être un petit peu pour être un peu provocateur, c'est qu'on est là, en fait, dans une espèce d'énième rebranding de cette révolution du digital, du numérique, des systèmes d'information qui se perpétuent depuis maintenant plusieurs décennies et qu'on est en fait toujours quand même sur ces questions. En tout cas, c'est moi comme ça, c'est un peu la vision que j'en ai. Et au fond, j'ai envie de dire que en logistique et supply chain, on a aussi, depuis un certain nombre d'années,
des vieilles intelligences artificielles qui fonctionnent. On a voilà, des MRP, des ERP, on a aussi eu des WMS, des TMS, on a de l'échange de données informatisées, et ce même vieux code à barre, c'est une forme aussi, si on veut, d'intelligence artificielle. Ça nous permet, avec des outils, d'identifier. Donc, voilà. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que ça s'inscrit tout ça dans une espèce de grande révolution à plus ou moins, enfin voilà, qui a une histoire, et que je pense qu'il ne faut pas faire comme si c'était totalement nouveau, même si bien sûr il y a des ruptures. Alors, ce que je vais essayer de faire dans cette présentation, c'est rapidement développer ces 4 points. D'abord, voir un peu comment on vend aujourd'hui l'IA dans la logistique et la supply chain comme une révolution. Ensuite, essayer de montrer qu'effectivement, il y a des applications concrètes, il y a un développement qui se fait très fort dans des contextes de systèmes logistiques fermés. Et je vous montrerai quelques cas d'applications qu'on peut trouver facilement. Et pour moi, la grande question à l'avenir, c'est de développer de l'intelligence artificielle dans des systèmes logistiques plus ouverts, dans des supply chains multi-acteurs. Et là, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de choses. Et puis, je conclurai par quelques grandes questions qui sont posées pour moi par l'IA. Donc, pour vraiment partager avec vous ce qu'on peut dire quand on essaie un peu de vendre l'IA, j'ai repris les données du rapport DHL. Donc, voilà ce qu'ils nous disent, notamment en citant une étude de McKinsey, c'est que appliquer l'intelligence artificielle au supply chain, ça va permettre de générer 1400 milliards de dollars de valeur dans les 20 prochaines années. Qui a différents domaines clés, tout ce qui est vision intelligente, tout ce qui est automatisation des workflows, et puis ce qui est logistique prédictive, ce qui était mentionné par Laurent Limon auparavant. Et ils nous disent qu'évidemment, l'IA, ça va donner un avantage compétitif, on va avoir plus de décisions qui seront data-driven, on aura de la prédiction dans nos supply chains, on va réduire les coûts à travers des process plus efficients, et puis, in fine, on va générer de la satisfaction client. Et bien sûr, il y a un certain nombre de barrières, mais qui sont au fond les barrières classiques qu'on retrouve dans l'intelligence artificielle, quels que soient les secteurs. C'est de l'investissement, du capital à mettre en place. Il y a des enjeux éthiques liés au contrôle de ces intelligences artificielles. C'est HAL de 2001 de l'Odyssée de l'espace, c'est les robots de Isaac Asimov, etc. Et puis, c'est bien sûr aussi cette question de la régulation du travail et de l'impact sur les emplois, qui est particulièrement sensible en logistique et supply chain, étant donné qu'on a aussi beaucoup d'emplois très opérationnels dans les entrepôts et dans le transport. Donc, voilà un petit peu ce qui est vendu. Voilà, on a une révolution qui arrive, qui va bouleverser les choses, un certain nombre de barrières à lever, et ça va changer pas mal de choses. Alors, quand on regarde un petit peu la réalité de cette révolution, il y a effectivement, je pense, un boom de cette intelligence artificielle dans les systèmes logistiques fermés. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vraiment, le champ aujourd'hui, pour moi, d'application majeure de l'IA, il est dans l'entrepôt, où on a de plus en plus de systèmes qui nous permettent, de manière automatisée, digitalisée, de trier les produits, déplacer les produits. Alors, on voit ces robots dans les entrepôts d'Alibaba ou d'Amazon. On peut parler des trucs qui nous permettent de filmer les palettes, de les palettiser. Donc, les tâches physiques font l'objet, effectivement, d'une automatisation très, très forte. Mais on a aussi, entre guillemets, des tâches plus cognitives et informationnelles. Et Laurent Limon en parlait, le cas d'usage des drones aujourd'hui en logistique et supply chain, ce n'est pas la livraison, c'est réaliser des inventaires dans les entrepôts. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus à ça que ça sert qu'à livrer des consommateurs finaux, hormis dans quelques cas un petit peu particuliers, d'îles isolées, de montagnes, etc. Donc ça marche. On arrive aussi effectivement grâce à la manière dont on peut automatiser la visualisation à avoir ce genre de tâches. On a également des logiques de tour de contrôle, voilà, ici pour contrôler des arrivées dans des aéroports, qui sont aussi développées. Et puis, on voit aussi émerger, et je pense que ça renvoie aussi à des enjeux logistiques et supply chain qui sont très forts, cette robotisation cognitive du retail avec le principe d'Amazon Go qui repose encore une fois sur cette capacité à
à opérer par l'intelligence artificielle des entrées et des sorties de stock dans le retail. Donc ça marche et ça se développe effectivement à une vitesse très importante. Même si ces robots ne sont pas toujours meilleurs, et là vous avez ici un article récent du Wall Street Journal qui souligne que Walmart, qui avait mis en place dans ses magasins des espèces de robots pour scanner les rayons et identifier les ruptures, a finalement mis fin au contrat parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec de plus en plus d'opérateurs qui venaient récupérer eux-mêmes les produits dans les rayons, ils avaient des sources de remontée d'informations qui étaient aussi riches et évidemment moins chères que ces robots. Donc, ces robots ne sont pas toujours meilleurs. Et puis, l'autre chose qui est très importante, c'est évidemment tous les outils d'optimisation, de prévision dans les entreprises, parce que l'IA nous permet d'avoir de plus en plus de data qu'on va pouvoir traiter de manière de plus en plus riche. Bon, voilà, c'est ce que fait DC Brain. Là, vous avez un cas qui est le cas qu'ils ont fait à ITER, mais voilà, il y a plein d'autres offreurs de solutions qui, effectivement, permettent cette optimisation de la data. Donc ça, effectivement, ça se développe, ça marche, il va y en avoir de plus en plus, et ça va permettre, effectivement, d'optimiser les coûts, de développer des nouveaux services, etc. Maintenant, quand on se positionne dans des contextes plus ouverts, là, on commence à rentrer dans les problématiques de l'IA. Alors, il y a évidemment ce fameux projet de camion autonome avec plein d'entreprises qui sont présentes sur ce segment-là. Mais aujourd'hui, on en est encore à des tests et à des tests avec des degrés d'autonomie qui sont quand même assez faibles puisqu'il y a toujours un conducteur qui est présent dans le camion. Donc, pour le moment, on est encore loin de la mise en application de ce genre de camion parce que c'est effectivement des univers qui sont très, très ouverts. Alors, l'enjeu est très important parce que l'idée, quand même, à terme, c'est de pouvoir remplacer, entre guillemets, les conducteurs qui représentent 33% du coût du transport, donc selon les études. Et donc, il y a effectivement beaucoup de gens qui sont intéressés par ce genre de projet. Mais, pour le moment, on en est loin. Même chose pour tout ce qui est les robots livraison. Vous avez pu les voir avec tout un tas de personnes qui font des tests. Certes, on est capable de les faire circuler, mais les déployer concrètement et de manière opérationnelle, on en est loin. Et quand on les voit fonctionner, on voit souvent le robot avec le livreur. Donc, en fait, le robot, il est plus là pour soulager la charge physique du livreur que pour vraiment faire la livraison. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à ce genre de système? Pour le moment, je suis plutôt assez sceptique. Et puis, voilà, moi, ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est qu'une chaîne logistique, une supply chain, c'est faite d'un certain nombre d'acteurs qui sont différents. Et la problématique qui se pose dans les supply chains, c'est que ces supply chains, elles sont faites d'entreprises qui ont des systèmes d'information différents, qui ne se parlent pas forcément, et qui ont des données qui ne sont pas structurées de la même manière, qui ne partagent pas forcément les uns avec les autres. Alors que pourtant, les grands enjeux d'optimisation, de mutualisation se situent à cette échelle-là, et non plus uniquement à l'échelle des entreprises. C'est vraiment à cette échelle-là qu'il s'agit à l'avenir de développer des solutions d'optimisation. Et aujourd'hui, ce qu'on constate en termes de données et de systèmes d'information qui se développent, qui sont utilisés à l'échelle des supply chains, c'est des bons vieux trucs pas très sexy, mais qui ont l'avantage d'être standards et de partager de l'information. C'est du code à barre. Effectivement, ce n'est pas beaucoup de données, mais tout le monde peut le lire dans le monde. C'est de l'EDI, c'est des messages standardisés, mais là encore, on peut échanger avec tout le monde. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est dans le futur développement, en tout cas, d'une intelligence artificielle qui pourrait travailler plus à l'échelle des supply chains, qu'est-ce qui va être, entre guillemets, le standard de données dont on aura besoin pour que on puisse partager les données à l'échelle d'une supply chain. Et bon, je n'ai pas de réponse à ce sujet. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment une question clé. Et puis, l'aspect qui est lié au fond à ce partage de données, c'est que l'information, c'est pas neutre. La donnée, c'est pas neutre. La donnée, c'est du pouvoir. Et partager ces données entre entreprises, c'est donner du pouvoir à l'autre entreprise. Donc,
forcément, on est dans un contexte où chaque entreprise poursuit ses propres intérêts et que du coup, ces questions de pouvoir sont aussi au cœur de la question du partage des données et de la possibilité aussi de développer cette intelligence artificielle à l'échelle des supply chains. Voilà, et alors, pour conclure, moi, les grandes questions au-delà de cette question de l'intelligence artificielle dans des systèmes multi-acteurs, moi, je vois 4 grands aspects à réfléchir qui sont peu discutés finalement. Pour moi, une grande révolution aujourd'hui dans la donnée, c'est qu'on a de plus en plus des données logistiques sur la consommation qu'on n'avait pas avant. Avant, les données logistiques qu'on avait, c'était des données de point de vente. Je me rends dans un magasin, je consomme. Aujourd'hui, grâce au smartphone, Internet, grâce aux maisons connectées, aux frigos connectés, on va avoir de plus en plus de données et d'historiques de consommation logistique qu'on va pouvoir intégrer dans nos supply chains. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de solutions d'intelligence artificielle, d'automatisation, de digitalisation qui vont être centrées autour de ces aspects-là. Et ça, pour moi, c'est un des grands enjeux, un des grands avenirs aussi de l'intelligence artificielle en logistique et supply chain. La deuxième chose, c'est, voilà, on parle… j'ai été coupé un peu. On parle beaucoup de la capacité de prévisibilité de l'IA, et effectivement, on a une capacité à exploiter les données, à faire des prévisions, avec l'exemple évidemment d'Amazon. Mais dans le même temps, on a un monde qui est toujours plus imprévisible. On a les gilets jaunes, on a l'espace qui sont vraiment imprévisibles. Donc, qui va gagner dans ce match entre les outils qui nous permettent de prévoir et ce monde qui est imprévisible? Et comment ça va, au fond, affecter les modes de pilotage des flux? Alors, je vous ai mis ici un schéma que je présente à mes étudiants, qui est la vision classique entre flux poussé et flux tiré. Si j'ai de la prévision, je peux mettre en place des chaînes logistiques en flux poussé. Si j'ai une incapacité à prévoir, je dois réagir, je dois être agile. Comment, dans ce match-là, on va avoir un impact sur les stratégies de pilotage des flux des entreprises? Voilà. Est-ce que l'IA va être supérieure ou non à l'imprévisibilité du monde? Ça, c'est une grande question. Et puis, une grande question aussi, et là, je vous ai mis un entretien que je trouvais assez passionnant de Robert Boyer dans Le Monde. Voilà, le développement de l'IA et le développement d'Amazon, c'est encore une fois la prise de pouvoir faramineuse de quelques grandes firmes numériques qui tendent à avoir un pouvoir toujours plus fort, y compris vis-à-vis des États. Et ça, pour moi, c'est à l'échelle du monde quand même une grande question. Est-ce qu'on va continuer à laisser le pouvoir à ces multinationales sans contrepartie? Vous imaginez très bien que derrière cette affirmation, il y a pour moi l'enjeu de retrouver un contrôle. Et puis, bien sûr, pour conclure, il y a le changement climatique. Ce qu'on estime aujourd'hui, et là, c'est les données d'Alan McKinnon qui a vraiment travaillé sur la question, c'est que l'empreinte carbone de la logistique et la supply chain, ce qu'on a comme données, c'est à peu près 8% le transport de marchandises et 2% les entrepôts et les terminaux. Donc, la supply, c'est 10% de l'empreinte carbone globale. Bon, à cela, il faut, entre guillemets, ajouter tout ce qui est logistique du consommateur qui n'est pas vraiment pris en compte, parce que quand on prend son véhicule, quand on utilise son frigo, c'est pour de la logistique. Et puis, bien sûr, tout ce qui est le digital, l'administration et les systèmes d'information, qui ne sont pas pris en compte non plus par ces données et qui tendent de plus en plus à être importants. Or là, on parle de quoi? D'utiliser toujours plus de systèmes d'information et d'outils qui, eux aussi, génèrent de l'empreinte carbone. Alors, ils génèrent de l'empreinte carbone et ils vont permettre de mieux utiliser les ressources, de mieux mutualiser, mais au final, l'enjeu, c'est que cet ensemble global d'activités, on soit capable de réduire son empreinte carbone parce que, voilà, l'objectif, c'est de diminuer par un facteur 6 d'ici 2050. Et du coup, la question à se poser, c'est comment on va pouvoir, grâce et en intégrant ces systèmes d'information, être capable aussi voilà, d'atteindre ces objectifs de réduction de l'empreinte carbone. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup Aurélien. Vous allez peut-être… est-ce que vous pouvez aller voir les sondages peut-être et donner des réponses? Je ne sais pas si vous y allez. C'est bon, vous m'entendez? Ouais. Est-ce que vous m'entendez?
On t'entend, Marine et Aurélien, on vous entend tous les deux. Super. Alors, j'avais prévu des questions, on m'avait demandé de faire des questions, mais alors, du coup, elles sont présentées ou il faut que je elles sont là, les elles sont questions Non, elles sont à côté, les questions, c'est ça? dans la partie sondage. Ah, Benjamin, c'est moi qui dois les poser, les questions, c'est ça ou Non, je les balaye. Donc, il y a la première question, quel est le poids des activités logistiques dans l'empreinte carbone de la planète? Bon, il y avait plusieurs réponses. Enfin, tu as déjà donné la réponse, mais il y avait entre 4 et 5%, entre 5 et 10, entre 10 et 15, entre 15 et 20. Et la question avec le plus de répondance, enfin, la réponse avec le plus de répondance a été entre 10 et 15% pour 46% des répondants. Versus ce que je comprends de ton slide, c'est que c'est à peu près, c'est dans la fourchette basse, à peu près entre 9 et 10% du coup. Ouais, c'est plutôt 10-15% parce qu'en fait, on a à peu près 10% qui sont le transport et les entrepôts, et il faut ajouter la logistique du consommateur, l'administration et le digital. Donc, on est sans doute entre 10 et 15%. Ok, donc globalement, les gens ont plutôt bien répondu. Deuxième question, quelle est la part des conducteurs dans le coût du transport des marchandises? Idem, il y avait 4 réponses, 10%, 25%, 33% ou 50%. Et la réponse avec le plus de répondants, ça a été 33%. Il y a 36% des gens des répondants qui ont sélectionné cette réponse. Est-ce que tu peux nous donner la bonne réponse, Aurélien? C'était ça, c'est 33%. Les gens sont vraiment très forts. Et dernière question, à combien McKinsey estime-t-il le potentiel de création de valeur de l'IA d'ici 20 ans? 1400 millions de dollars, 14 000 milliards de dollars, 1400 milliards de dollars et 2400 milliards de dollars. Et la majorité a répondu 1400 milliards de dollars. Et je crois que c'était un chiffre de ta deuxième slide. Exactement. Ok, est-ce que par ailleurs, est-ce qu'il y a des questions sur... il y a une question, je ne sais pas si elle est posée à Laurent ou à Aurélien. Quel est le temps moyen pour implémenter de l'IA sur les activités courantes d'un logisticien? C'est pour Laurent, je crois. Pour Laurent? Bon. C'est très variable, ça dépend du projet. L'implémentation d'un process de predictive analysis, ça peut être assez rapide parce qu'il y a des technos qui sont matures pour le faire. En 4 mois, c'est bouclé. Puisque généralement, ça dépend des données logistiques de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est vraiment des données qu'on a. Et la problématique, elle est souvent de nettoyer ces données. Mais c'est parfaitement accessible. Donc voilà, pour des problématiques de prédictif, c'est assez simple. Tout ce qui est analyse sémantique que j'ai présenté, tout ce qui est amélioration de process via l'intelligence artificielle, là aussi, ça se fait assez bien, car c'est des données qui sont généralement au cœur de l'entreprise. J'ai parlé des bons de transport, ça pourrait être de l'optimisation d'ordonnancement. On fait des scans toute la journée dans les agences, dans les entrepôts pour voir ce qui est rentré, ce qui est sorti. L'IA peut nous aider aussi sur l'ordonnancement des chargements de camions. Voilà, c'est des données qu'on a. Donc pareil, ça c'est des choses qui sont en 6 mois, 9 mois, c'est assez gérable. Par contre, quand on va rentrer dans des problèmes plus compliqués sur les derniers kilomètres, par exemple, d'optimisation de tournée, d'optimisation de flux, là on commence à attaquer des contraintes qui sont plus celles de l'entreprise. Contraintes de trafic, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'on rende en compte le trafic. Contraintes de volume, est-ce que, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je dois charger 1 kg de papier bulle et 1 kg de sable, ça ne prend pas la même place dans le camion. Contraintes opérationnelles, est-ce qu'il faut un semi, un camion léger, contraintes de chauffeur, voilà. Là quand on commence à sortir de l'entrepôt, pour faire simple, ça devient beaucoup plus compliqué. J'espère que ça répond à votre question. Je pense que ça y répond. Aurélien, une autre question du coup en lien. Quel est le lien entre la big data et l'IA au final? Parce que c'est plus pour Aurélien cette fois-ci. Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour y répondre. Peut-être Benjamin, toi tu pourrais mieux y répondre que moi. Mais bon, je pense qu'il y a deux phénomènes.
le phénomène du big data renvoie au fait qu'on a de plus en plus de données disponibles et qu'il va falloir aller chercher dans ces données, les utiliser, etc. Et l'intelligence artificielle renvoie plus peut-être aux process qui peuvent être mis en place pour justement traiter de manière intelligente ces données. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ces sujets-là. Hein, donc, Ouais, mais je ne vais pas dire de bêtises. si je peux me permettre, c'est la réponse que je ferai aussi. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle vient proposer un moyen pour exploiter ces données. On engrange énormément de données. Bon, avant d'être dans le transport, j'étais dans le retail. En retail, il y a énormément, beaucoup de masse d'informations. Je faisais du profilage de consommateurs. Et entre le faire avec un outil décisionnel, le faire avec Excel et le faire avec un outil d'IA, c'est là la grosse différence. C'est que l'IA permet d'attaquer tout ce volume et ces sources très différentes de données avec des résultats beaucoup plus efficaces. J'y reviendrai, j'ai aussi une réponse liée à ça, mais j'y reviendrai dans ma présentation. Aurélien, moi j'avais une question au final quand tu présentes un peu la projection de Gartner. Selon toi, qu'est-ce qui a le plus de chances ou de probabilité d'aboutir, d'être mature ou de se déployer massivement dans les prochaines années entre les différentes solutions technologiques? J'ai répondu dans la présentation. Pour moi, tout ce qui est de l'ordre de l'utilisation dans des contextes plus à la fois d'entreprises fermées et de contextes d'entrepôts ou de lieux fermés, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est là où on a quand même des révolutions qui sont en cours. Est-ce que sur le transport et les moyens de transport en tant que tels, on aura cette révolution-là dans les années à venir? J'en suis pas sûr, par exemple. Je parle sur les moyens de transport. Pour le pilotage du transport en tant que tel, effectivement, là, on va avoir, on a déjà des choses qui sont utiles pour repenser les tournées, automatiser un certain nombre de tâches, etc. Mais sur les véhicules autonomes, par exemple, je suis assez sceptique. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire sur le fait que le plus l'environnement est ouvert, plus la maîtrise des données est complexe. Après, il y a des moyens de pallier cette situation. Je propose juste d'enchaîner du coup avec ma présentation et je pense qu'il y aura d'autres questions à la suite qui sont en lien, parce qu'il y a quelques questions qui sont en lien auxquelles je vais répondre dans ma présentation. Du coup, si j'enchaîne, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions à Laurent, Aurélien ou moi pendant les interventions. On y reviendra à la fin. Du coup, très rapidement, DC Brain, donc moi je suis un des cofondateurs de DC Brain. On est éditeur d'une solution SaaS basée sur des technologies d'intelligence artificielle, et j'y reviendrai parce que l'IA c'est un mot un peu fourre-tout et derrière qui recouvre pas mal de champs différents. Donc, basé sur des technologies d'intelligence artificielle qui permet d'optimiser les plans de transport complexes. Aujourd'hui, on travaille soit avec des chargeurs, soit avec des transporteurs sur ces sujets-là. En gros, si je reprends un peu le contexte, c'est qu'en fait, les transporteurs, enfin les opérateurs, les acteurs de la supply chain ont de plus en plus de contraintes, et une de ces contraintes, c'est une complexité croissante. Aurélien, tu l'as évoqué sur la notion de volatilité, sur les gilets jaunes, les grèves, sur le Covid. Il y a encore un an, on aurait cru impensable de pouvoir fermer des frontières dans l'espace Schengen. Ça a été fait entre mars et avril, entre certaines frontières en Europe. C'est absolument délirant. Et du coup, plus de complexité, plus de régulation, typiquement sur les motorisations, sur la conduite, sur le type de transport en centre-ville. Et puis une pression économique sur la supply qui a toujours existé mais qui se renforce. Et du coup, quelque part, ce monde qui est complexe le devient de plus en plus. Et du coup, c'est de plus en plus de piloter
de piloter cet environnement. Alors aujourd'hui, comment on fait? Et d'ailleurs, ces contraintes sont antithétiques, c'est-à-dire que dans un monde de plus en plus complexe, si on veut, si notre premier indicateur de qualité, c'est répondre à la demande client, et ben on va dimensionner l'infrastructure sur le pic, sur le maximum. C'est-à-dire que si je veux vraiment que mes clients reçoivent leurs produits tout le temps en moins de 36 heures, eh ben, je vais prendre le plus de commandes sur l'année et puis je vais dimensionner mon réseau de transport pour répondre à ça. Sauf qu'évidemment, c'est évidemment pas aussi simple parce que si on fait ça, ça va coûter extrêmement cher. Et du coup, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va aller adapter un environnement et une infrastructure de transport complexe à des flux de plus en plus imprévisibles. Et c'est ça qui commence à être compliqué. Alors aujourd'hui, comment c'est fait globalement, ça qui est important, c'est qu'en fait, ces sujets de plan de transport, l'infrastructure de transport qu'on va déployer, c'est des choses qui sont faites généralement un peu à la main, enfin sans vraiment d'outils très puissants. Il y a quelques outils qui existent, mais c'est compliqué de rendre cette infrastructure agile et qui permet de s'adapter. Je ne vais pas dire en temps réel parce que ça serait pas vrai, mais s'adapter le plus possible à des flux volatiles. Alors, juste pour très rapidement, alors nous, on a créé un logiciel qui s'appelle INES, qui s'appelle Intelligent Network Solution, avec 4 grandes fonctionnalités et qui répond à ces enjeux-là avec différentes parties. Alors, Laurent les évoquait, enfin, c'est assez classique, hein, il y a une partie de visualisation, il y a de l'analyse prédictive, qu'on appelle INES Forecast, il y a de la simulation, et puis après, il y a de l'optimisation. Je ne m'étendrai pas sur ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce champ, et là il y a pas mal de questions sur la big data, comment avec ces nouvelles technologies on répond à ces enjeux. Ça c'est très important. Le premier point, c'est avoir la capacité à intégrer plusieurs types de données, en sachant que la donnée n'est jamais parfaite, elle ne le sera jamais. Et si on cherche la perfection de la donnée, ça ne marchera jamais. On va passer un temps infini à aller chercher cette perfection. Laurent l'évoquait tout à l'heure, l'immense majorité des projets de data science, on va passer 50% du temps à nettoyer la donnée. C'est des activités extrêmement chronophages. Donc la question, quand on parle alors, du coup, quand on dit que la donnée est de mauvaise qualité, ce qui est souvent le cas, quelles sont les options? La première, c'est de mettre en place des processus qui permettent de fiabiliser et d'augmenter la qualité de ces données. Donc, on va parler de gouvernance data. On voit beaucoup d'organisations qui mettent en place des CDO qui permettent d'aller derrière aussi acculturer les collaborateurs de l'entreprise à la qualité de la donnée, à l'importance de cette qualité. Donc ça, on va dans le bon chemin. Mais évidemment, moi, ma conviction, c'est que cette donnée, elle sera jamais quoi qu'on fasse, elle sera jamais parfaite. Donc la question, c'est sur l'intégration multiple de données, c'est comment identifier facilement quand la donnée est anormale. Alors ça, il y a plein de méthodologies possibles. La première, c'est de le faire à la main, qu'un expert regarde les données et dise là, c'est pas possible, un taux de remplissage je peux pas mettre plus de X palettes dans un camion, c'est pas possible, donc il y a une erreur, il y a quelqu'un qui a rajouté un 0, etc. L'autre façon, c'est commencer à mettre des moulinettes informatiques, des règles simples qui vont permettre d'identifier simplement de manière statique les anomalies de données. Puis après, nous, ce que DCBrain, on a travaillé longuement dans un projet de R&D qui a été cofinancé par l'ADEME, c'est un module automatique qui permet d'identifier dynamiquement les erreurs de données. Je rebondis tout à fait sur l'exemple de Laurent sur, par exemple, les problèmes de données sur les bases adresses. Aujourd'hui, c'est un problème classique. Les bases adresses, l'adresse, elle est mal notée, il y a des doublons, il y a des incohérences. Aujourd'hui, il y a des technologies, des algorithmes qui permettent d'identifier des données et qui permettent en partie de les corriger. Donc, j'insiste vraiment sur cette partie. La big data, le premier point, c'est la capacité à gérer la mauvaise qualité native, on va dire, des données. C'est comment on arrive à gérer ce point-là. J'enchaîne après. Nous chez DCBrain, on a une techno qui est basée sur les doubles digitaux. Donc, on va créer un double digital du réseau en utilisant une techno qui s'appelle les bases de graphes relationnelles qui permet de faire de la simulation simple de réseau et de faire de l'analyse d'impact. Et puis après, on ajoute au-dessus
Ce qui est ici, c'est la partie intelligence artificielle qui permet derrière de faire de l'optimisation. Donc, je vais enchaîner sur cette partie IA. Bon, ça c'est l'outil, mais c'est pas le plus important. Alors, ce qui est plus intéressant, je trouve, c'est qu'est-ce que c'est que l'IA, qu'est-ce que c'est que les modèles classiques de propagation de flux. Alors, en gros, aujourd'hui, faire de l'optimisation de plans de transport, ça via des technologies de recherche opérationnelle, par exemple, ça existe depuis longtemps. C'est des technos qui existent depuis très longtemps. D'ailleurs, comme l'IA, d'ailleurs, ça existe depuis très longtemps aussi. Ça fonctionne bien, sauf que donc c'est la partie classique. En gros, l'idée, c'est je vais donner des contraintes à un moteur d'optimisation et ces contraintes et le moteur d'optimisation va trouver la solution qui permet de répondre au maximum de contraintes. C'est comme ça que c'est fait. Donc, je donne des contraintes à un moteur qui me trouve la solution. Versus l'IA, qui est dire je vais donner, j'injecte des données dans un moteur d'intelligence artificielle et ce moteur, via ces données, va trouver le meilleur paramètre possible dans un historique de données qui permet d'optimiser un indicateur. Donc, c'est pas du tout les mêmes approches. Je donne des contraintes dans un cas et dans l'IA, je vais injecter des données et l'outil va, ce qu'on appelle le machine learning ou deep learning, on va apprendre sur ces données. C'est pas du tout les mêmes conceptions techno. Le problème de l'approche classique, c'est que c'est très lourd, très compliqué, c'est très statique et du coup, une fois qu'on l'a fait, généralement, on n'y touche plus. C'est-à-dire, on va optimiser un plan de transport et après, il sera plus du tout dynamique. Le problème aussi, c'est qu'il ne va pas utiliser toutes les données. Le problème du modèle classique, c'est qu'il n'y a pas de boucle retour du terrain via les données. On ne peut pas injecter de données dedans pour dire, bah non, tu te trompes, puisqu'en fait, la contrainte qu'on a injectée, par un expert a injecté une contrainte, bah, en fait, une hypothèse, bah, en fait, elle est fausse. Le problème de l'IA, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Le problème de l'IA, c'est la qualité des données. Et donc, en fait, nous, DCbrain, on a créé une technologie qui est basée sur un concept qu'on appelle d'hybride intelligence artificielle. C'est-à-dire que à l'endroit où il y a de la donnée, on va utiliser la donnée. À un endroit où il y a de la donnée de qualité, on va utiliser la donnée. À l'endroit où il y a des données qui sont de mauvaise qualité, soit on va supprimer les données anormales pour avoir un jeu de données qui est cohérent, soit on va réutiliser des règles classiques. Et donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui permette d'être le plus dynamique possible, le plus proche de la réalité et qui permette, in fine, de rendre possible des plans de transport véritablement dynamiques. C'est vraiment ça le sujet. Quelque part, chez DCbrain, on va essayer de prendre le meilleur des deux mondes, d'intégrer vraiment les meilleurs des deux technologies parce que les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients et intégrer les deux, ça nous semble être la meilleure solution. Voilà. Alors, un exemple, c'est que sur un sujet d'optimisation, sur trouver le meilleur plan de transport, on va créer en termes de dataset, on va utiliser la structure du réseau, donc les bases adresses, les contraintes sur chacun des entrepôts, par exemple. On va intégrer quelques règles opérationnelles, mais on va aussi intégrer tout ce qui est l'historique, donc les volumes, l'allocation des volumes, etc. Et donc, on va vraiment prendre et des règles opérationnelles et de la donnée pour pouvoir proposer, in fine, le plan le plus optimisé possible et de manière dynamique, c'est-à-dire ajustable en fonction de volume prévisionnel. Et c'est vraiment ça le sujet. Alors ça, c'est un schéma assez rapide de ce qu'on fait. Une autre vision schématique d'un double digital, ça va être ça. Ça va être quand on voit ça, on se dit c'est pas très, ça fait pas très Google, on va dire. Mais derrière un module de digital twin qui fait de l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est une base de graphes. On va relier tous les points ensemble et l'outil va trouver en fonction des règles opérationnelles et des données injectées, va trouver le meilleur chemin entre des fournisseurs, des entrepôts, des usines, des points de transport. Et puis le client final. Donc on va vraiment partir d'une vision schématisée d'un réseau et trouver le meilleur parcours. Et peut-être pour finir, là j'ai beaucoup parlé d'optimisation de plan de transport. Alors il y a différents cas d'usage mais bon, Laurent et Aurélien les ont très bien décrits.
Il y a des sujets de simulation stratégique, de se dire à 5 ans, comment je dois définir mon schéma logistique pour pouvoir optimiser mes flux tout en répondant aux contraintes clients, aux contraintes réglementaires, etc. Il y a des sujets d'optimisation opérationnelle, comment je vais aller optimiser en intra-logistique mes flux de transport, comment je vais optimiser tous les jours, comment je vais optimiser tous les jours mes flux, mes ressources, encore une fois, dans un monde de moins en moins prévisible, de plus en plus volatile. Et puis la dernière partie, c'est ce qu'on appelle anomaly detection ou prédiction, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va aller comprendre des anomalies via la donnée, avoir une boucle retour et très, très facilement faire une analyse du réalisé de manière simple, non pas statique. Comment aussi on va utiliser ces données pour mieux prédire la suite, donc ajuster en fait en temps réel les modules de prédiction à la réalité. C'est ça que permet aussi de faire ces technologies. Voilà, c'était une présentation assez rapide. Je pense que j'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, Marine, je ne sais pas s'il y a eu des questions qui ont été posées ou s'il y a des… Non, pas de questions. Tu peux peut-être reposer ta question du début à Laurent. Je ne sais pas si… Alors, j'avais évoqué le sujet sur la base adresse, sur est-ce que aujourd'hui, je posais la question à Laurent, jusqu'à quel point l'IA permet de nettoyer automatiquement les bases adresses Je crois que c'est haché. Alors, soit c'est chez moi, soit c'est chez toi. J'ai pas compris la question. Je posais la question de est-ce que l'exemple sur les bases adresses que tu as montré tout à l'heure, jusqu'à quel point l'IA permet de nettoyer automatiquement ces problèmes-là? Je l'ai toujours pas. Tu peux me l'écrire? Je sais pas, Marine, tu m'entends ou c'est… Si, je t'entends. Du coup, il demandait jusqu'à quel point l'IA permet de nettoyer automatiquement les adresses erronées. C'est ça, Benjamin? Tout à fait. Ouais, ok, c'est clair. Ça fonctionne. Pour moi, les retours d'expérience qu'on a, c'est que ça fonctionne à plus de 99%. L'IA fonctionne très bien sur le nettoyage et la géolocalisation des adresses. La complexité qu'on rencontre, ce n'est pas sur les modules d'IA, c'est d'intégration de ces fonctionnalités au TMS. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des applications ou des systèmes de gestion de transport, des TMS, qui gèrent ces flux d'échange de données EDI sur base de scan ou sur autre, et qui dispatchent les tournées, qui dispatchent les envois. Et demain, un module d'IA qui va géolocaliser et nettoyer l'adresse, l'injection directe de cette donnée dans le TMS avec la possibilité offerte à l'opérateur de corriger, parce que les 0,5% d'erreurs possibles peuvent représenter chez un transporteur 60 à 80 livraisons. Donc c'est potentiellement important de planter 60 à 80 livraisons dans la journée. Donc, la possibilité qui doit être laissée à l'opérateur de faire un correctif, puisqu'il sait que là, pour le coup, le module d'IA s'est planté. Voilà, c'est cette gestion de l'information nettoyée par l'IA dans un TMS qui est compliquée, en fait. Okay. Mais le module en lui-même d'IA, de géolocalisation et de nettoyage, ça fonctionne très bien. Alors, j'ai 4 questions. La première, comment intégrer les outils Lean Supply Chain avec l'intelligence artificielle? C'est peut-être pour toi, Benjamin. Ou Laurent, qu'est-ce qu'on entend par Lean Supply Chain? Je suis assez d'accord, ça veut… Je sais. Je dirais plutôt que l'IA fait partie de ces outils-là. Hein, ça permet ça permet de rendre… j'ai tendance à dire qu'en tout cas, nous, chez DCBrain, on propose un outil qui rentre dans cette notion de lean, c'est-à-dire comment ajuster le plus possible une infrastructure des ressources à une demande. Voilà ma réponse un peu de Normand. Je ne sais pas si Laurent, tu peux continuer. L'IA en elle-même fonctionne bien.
La principale complexité qu'on rencontre, c'est l'intégration des résultats de l'IA dans le ERP ou dans les TMS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fonctionne depuis 20-30 ans sans ces modules d'IA, ça fonctionne très bien, c'est du transactionnel. Et aujourd'hui, on a une grosse phase de conduite du changement que de dire à un responsable de messagerie dans un entrepôt, on va intégrer un module d'IA qui va lui-même décider de la meilleure tournée ou de la meilleure adresse. Voilà, il y a à la fois un conduite du changement en termes d'usage, mais en termes aussi mécaniques sur les outils qu'on utilise dans nos sociétés. Ça, c'est une vraie complexité. Parce que le module d'IA pris sur un POC en lui-même, hein, sur un essai, sur un POC ou sur un exercice universitaire, donnera tout à fait satisfaction. Alors, j'ai une autre question de Alice. Jumeau digital, j'ai une expérience avec plus de 20 000 paramètres à insérer et un temps de réponse de 4 heures. Quelle performance devrait-on viser? Qu'est-ce qui existe? Alors moi, je suis pas le spécialiste de cette partie technique et hardware. Je sais que les professionnels avec lesquels je travaille sur ce sujet m'offrent des temps de réponse qui sont plus que raisonnables. Par exemple, dernièrement, pour mouliner une optimisation de plan de tournée, on est sur la base de 90 secondes nationales. Donc, c'est tout à fait acceptable. Mais voilà, c'est vrai que ça dépend vraiment de la manière dont l'algorithme fonctionne et dont l'algorithme et les datas sont crunchés. On rentre dans des termes un peu techniques, mais ça dépend vraiment de la manière dont ça a été construit. Je suis d'accord, ça dépend et ça dépend aussi du niveau de détail qu'on veut viser. Donc, encore une fois, il n'y a pas de réponse figée pour cette question. Je pense que pour le coup, on est vraiment sur des problématiques techniques d'optimisation de code, entre guillemets. Et pour l'exemple que vous citez, ça me semble très haut, les temps de réponse. Et je tends à penser qu'il y a soit un problème sur la machine, soit un problème de code. Mais à vérifier. Alors, prochaine question de Marie-Laure. Quel volume historique minimal est nécessaire pour alimenter le moteur IA? Quelle bonne question. Il y a plusieurs manières d'y répondre. Dans l'absolu, plus on a de données, mieux ça fonctionne. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a répondu que partiellement à la réponse. Il y a des manières intelligentes de fonctionner avec peu de données. Je vais vous donner un exemple très précis sur de l'analyse prédictive. Je dois faire de l'analyse prédictive au national sur mes entrepôts. J'ai des gros entrepôts, des moyens entrepôts et des petits entrepôts. Les entrepôts autour des périphéries Paris, Marseille et Lyon seront plus sollicités que les entrepôts autour de Clermont-Ferrand, par exemple. Donc, avec un panel de données assez réduit, 1 an de données, par exemple, potentiellement, mes algorithmes de machine learning vont pas être très performants. Par contre, je peux créer des clusters sur cette année de données. Je peux créer des clusters, par exemple, sur mes gros entrepôts, mes moyens entrepôts et mes petits entrepôts, pour artificiellement tripler mes jeux de données. En disant, mes gros entrepôts, ça sera un cluster et je vais traiter finalement les données de Marseille, Paris et Lyon de la même façon, mais différemment pour autant que celle de Clermont. Donc voilà, on peut être un peu malin sur son portefeuille de données, pour même avec un jeu de données qui n'est pas un jeu de données de 5 à 10 ans, pouvoir faire des choses qui fonctionnent. D'accord. Alors, prochaine question. Est-ce que le nettoyage… Juste sur cette question, Marine, je vais rebondir. Une des erreurs, quand on parle d'IA ou de Big Data, quand on parle d'IA ou de solutions de digitalisation, on pense souvent qu'il faut avoir énormément de données, énormément d'historique, etc. En fait, effectivement, je rejoins Laurent. On n'a pas besoin d'avoir la donnée la plus structurée du monde, la plus clean du monde pour commencer à utiliser ce type de techno. Et ça serait, je pense, une erreur d'attendre d'avoir un historique énorme avec une donnée de qualité parfaite pour lancer ce type de projet. Ouais, je suis assez d'accord sur cette conclusion. Prochaine question. Quel est l'apport d'IA par rapport à la recherche opérationnelle? Pour nous, l'apport de l'IA par rapport à la recherche opérationnelle, encore une fois, l'IA, c'est un peu un buzzword, il y a plein de technos derrière. L'idée, c'est d'aller, par rapport à la recherche opérationnelle, c'est d'utiliser les données pour mieux comprendre des comportements, par exemple des propagations, des
des temps de déplacement, etc., pour faire une boucle retour. Donc ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, des technos type reinforcement learning, qui ont été popularisés par Google avec le fameux jeu de Go, permettent d'aller beaucoup plus rapidement identifier un optimum. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à déployer. Donc voilà, donc plus fin, plus fiable, avec une boucle retour via la donnée et plus rapide à déployer, je dirais. Ouais, si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce que disait Benjamin, je suis assez d'accord avec lui. Au fond, l'objectif, il est le même. Il est d'utiliser la technologie, des mathématiques, des algorithmes pour résoudre des problématiques concrètes. Sauf que ce qui change, c'est les outils qu'on va utiliser et les technologies. Avant, on avait de la théorie des contraintes. Maintenant, on a la théorie des graphes, etc. Enfin, on a mieux parlé que moi. Et donc, on a des nouveaux outils qui permettent du coup de rechercher des nouvelles optimisations et voilà, de les améliorer. D'accord. Alors, prochaine question. Est-ce que le nettoyage de données nécessite un NLP? Pas forcément. Alors, NLP, c'est des technologies c'est une partie de tout ce qu'on appelle le machine learning, donc traitement automatique des langues. En fait, pas forcément. Nous, sur la détection d'anomalies, sur le cleaning des jeux de données, on va plus utiliser tout ce qui est lié au clustering, par exemple. On va faire des écarts entre de la prédiction via machine learning et du réalisé. Donc, pas forcément. En tout cas, nous, on n'en fait pas chez DCBrain. Alors, prochaine question. La supply chain a beaucoup plus de problèmes de données que de prédiction. Comment gérez-vous les problèmes d'intégration de données? C'est une vraie bonne question aussi. C'est clair. Une vraie bonne question. C'est vrai que dans la supply, dans le transport, on a souvent des systèmes d'information qui sont un peu hétéroclites, qui ne sont pas tout à fait intégrés, avec des sources diverses et variées, des choses qui ne sont pas tout à fait alignées. Et c'est ce qu'on disait au départ. Chaque cas qu'on va attaquer est un cas un petit peu nouveau. Et il n'y a pas une solution type baguette magique qui pourrait s'appliquer à tout. Là, si ça existait, ça serait longtemps que ça serait déployé chez tout le monde. Donc chaque cas est un peu unique et va nécessiter une analyse un petit peu individuelle pour nettoyer, aligner, cleaner et voir ce qui est pertinent dans la donnée. C'est compliqué de faire des généralités sur le sujet, de mon avis. C'est toujours le problème quand on aborde les problèmes de déploiement informatique, c'est toujours un sujet. Il faut faire au plus simple, mais aussi dans gérer la robustesse du système qu'on met en place. C'est un peu au cas par cas sur ce sujet. C'est souvent, il faut un peu faire du sur-mesure pour ça. Il n'y a pas de formule magique, quoi. Alors, on a une question de Laïa. Comment être critique avec les solutions proposées par l'intelligence artificielle avant de les implémenter? Je pense que fonctionner en termes de POC, c'est pas mal. C'est-à-dire que dans le monde de la supply, on a souvent affaire à des gens qui sont très réalistes, très pragmatiques. Et aller vendre des systèmes type baguette magique qui ont révolutionné leur métier sur lequel ils travaillent depuis 30 ans, c'est compliqué comme approche. Je pense que des petits POC fonctionnent bien. Démontrer l'intérêt d'un système très pragmatique, hein, encore une fois. Moi, mon avis, c'est que l'avenir de l'intelligence artificielle dans nos entreprises, c'est pas forcément des drones, c'est pas forcément des robots de livraison, mais c'est des choses très très pragmatiques sur de l'amélioration d'inventaire, de process d'ordonnancement, process de stockage, process de livraison. Et voilà, faire amener l'IA sur de l'amélioration de process comme ça, très, très cadencé, ça fonctionne bien. Et je pense que c'est une bonne manière de commencer à intégrer l'IA dans les entreprises. Alors, on va répondre à une D'accord avec ce que vient de dire Laurent. On va répondre à une dernière question de Younes. Est-ce que l'investissement pour aller vers de l'analyse en temps réel en vaut la chandelle?
en temps réel, je ne suis pas sûr que ça va être vraiment le cas. Mais qu'est-ce qu'on appelle le temps réel? C'est-à-dire que on va réfléchir dans nos métiers à l'optimisation d'un plan de tournée. Donc l'optimisation d'un plan de tournée, elle se fait à 7 heures le matin en entrepôt, avant d'envoyer les chauffeurs sur la route. Est-ce que je vais mettre en place un système qui va tenir compte en temps réel à mes chauffeurs sur la route des indications ou contre-indications de trafic? Ça va être très 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 compliqué et très coûteux à mettre en œuvre. Je pense qu'il faut se fixer une juste limite entre ce que peut apporter l'intelligence artificielle et l'usage qu'on en fait. Mon avis, c'est que l'intelligence artificielle va nous permettre de donner à des professionnels des outils d'aide à des décisions. C'est des outils qui vont permettre de les accompagner et de les rendre meilleurs dans leur activité. Mais l'objectif d'avoir un module qui remplace l'homme, entre guillemets, en temps réel, me concernant, j'y crois peu. Si je peux ajouter quelque chose, on parle beaucoup quand on discute de nouvelles techno, de l'impact sur l'emploi. Alors, je ne vais pas me placer sur ce point de vue-là parce que c'est très compliqué de répondre sur est-ce que ça crée, est-ce que ça détruit l'emploi. Enfin, les avis sont très polarisés. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'introduction d'une techno, elle va conduire à une reconfiguration organisationnelle et une reconfiguration aussi du rôle des employés. Quand on voit, si on imagine un projet de déploiement de robots de livraison ou de véhicules autonomes, à la fin, il faudra prévoir quand même des gens pour décharger les camions. Si ce n'est pas les conducteurs, ça voudra dire que ça sera des gens qu'on aura sur place qui seront dans les villes. Est-ce que ça sera un prestataire qui va être chargé de les gérer voilà. Est-ce que c'est les clients qui eux-mêmes vont aller récupérer les produits? Enfin, voilà. Forcément, le déploiement d'une telle technologie, ça invite à reconfigurer l'organisation, reconfigurer le rôle de ceux qui travaillent, inventer éventuellement de nouveaux métiers. Et c'est ça qu'il faut être capable de faire quand on veut déployer aussi dans les entreprises de l'intelligence artificielle. Voilà, ça c'est clair. Ok, je pense qu'il est temps de conclure le webinaire. Il y a encore quelques questions techniques auxquelles on n'a pas répondu. On essaiera d'y répondre. On vous enverra des mails à ceux qui ont répondu, à ceux qui ont posé ces questions. Par ailleurs, évidemment, c'est une question qui a été souvent posée. Tout le monde recevra les présentations et puis il y aura un replay qu'on mettra sur YouTube de la présentation, enfin, de l'ensemble de la présentation. Donc, n'hésitez pas à le partager. En tout cas, un grand merci à nos deux intervenants, Laurent et Aurélien. Moi, j'ai trouvé ça assez passionnant. Au final, on peut sans doute conclure en disant que le monde se complexifie, qu'il y a des technos qui permettent de répondre à cette complexité, que tout n'est pas encore complètement mature, tout n'est pas complètement industrialisable. Il y a des choses déjà qui fonctionnent et qui vont dans le bon sens. Et dans ce cadre-là, j'ai bien aimé beaucoup aimé la notion, par exemple, d'environnement fermé, de dire si on va maîtriser un environnement data, on peut mettre en place des technologies. Et cette maîtrise, elle est primordiale au final dans la transformation digitale des entreprises. Voilà, merci. Puis je vous souhaite à tous une excellente journée. Bonne journée, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée, merci.